La personne qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Madame Diane Campeau, qui a un doctorat en éducation de l'Université de Sherbrooke au Québec. Élevée dans la culture de la nation Abénaki ou Abenaki par ses grands-parents, ses recherches traitent de l'intégration des dimensions culturelles autochtones dans l'éducation. Chargée de cours à la Faculté d'éducation du campus Saint-Jean à l'Université d'Alberta. Elle occupe également le poste de directrice de l'éducation autochtone au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Elle a contribué et contribue encore à divers projets au regard des enjeux des peuples autochtones au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle a publié plusieurs articles et chapitres de livres au sujet de l'éducation autochtone. L'équipe de Connect Aînés vous souhaite une bonne rencontre. Et Diane, je vous laisse le micro. Alors, avant toute chose, je viens à préciser les mots qui viennent avant tous les autres. Alors, je reconnais que nous sommes sur les terres des premiers peuples de la Colombie-Britannique. En tout cas, j'y suis. Si certains d'entre vous êtes sur d'autres territoires, vous êtes nécessairement sur des territoires ancestraux des premiers peuples du Canada. Et si on jugeait de l'avancement d'une société par ce qu'ils ont conservé plutôt que par ce qu'ils ont construit, nous aurions un autre regard sur les premiers peuples. Alors, ce que nous ferons ensemble aujourd'hui, alors on va cultiver une meilleure compréhension de l'histoire et de la culture des Premières Nations inuites et métisses. Aujourd'hui, la présentation, c'est vraiment une introduction générale à l'expérience des peuples autochtones au Canada. Il y a des côtés sombres qui vont vous être présentés. Alors, on va prendre les questions à la toute fin, si c'est correct avec vous. Ça va être plus facile pour la gestion. Alors, on va clarifier des termes à utiliser pour les nommer, les principaux groupes autochtones, Premières Nations, Inuits et Métis. On va faire un survol des moments marquants de l'histoire, puis on va regarder aussi la structure de gouvernance des premiers peuples qui va vous permettre, je pense, la présentation va vous permettre de comprendre certains éléments des nouvelles que vous entendez à la radio. Et on va avoir un regard sur l'avenir, notamment sur quels seraient les gestes de réconciliation qu'on pourrait tous poser. Alors, on va clarifier certains des termes. Alors, évidemment, sauvage, c'est un terme péjoratif. Par ailleurs, ça pourrait se retrouver dans un texte historique. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas s'en offenser tant que ça reste dans le texte, tant que ça reste dans le livre en question. Même chose pour peau rouge, évidemment, on ne l'utiliserait pas dans le quotidien, c'est un terme péjoratif, mais évidemment, ça peut se retrouver dans un texte historique. Je le précise tout le temps parce que quand on s'adresse en éducation à des enseignants ou à des élèves, bien, il faut remettre en contexte parce qu'ils sont susceptibles de voir à l'occasion ces termes-là apparaître. Indien, c'est un terme historique ou juridique, par exemple la loi sur les Indiens, mais on ne nomme pas quelqu'un en disant « voici, c'est un Indien ». Les personnes plus âgées, il est possible, parce qu'ils ont été appelés de cette façon-là toute leur vie, c'est possible qu'ils se nomment eux-mêmes de cette façon-là, mais ce ne serait pas approprié pour quelqu'un d'autre de s'adresser à eux de cette façon-là. Amérindien, c'est un terme que moi je considère qui est à éviter, qui est beaucoup utilisé au Québec, mais comme le mot indien y est inclus, ça serait plus sage de choisir un autre terme parce qu'il y en a d'autres. Autochtone, ça désigne les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ou tout peuple premier à travers le monde. Par exemple, les Samis de Norvège ou les Hawaïens en Hawaï, ce sont des premiers peuples aussi, ce sont des autochtones. Donc, indigène, ce serait aussi un terme à éviter, qui est une traduction directe de indigenous. Aborigène, c'est un terme aussi à éviter. En anglais comme en français, des gens qui sont moins à l'aise présentement avec ce terme-là, même si on le voit quand même pas mal. En français, c'est un terme qui désigne les aborigènes d'Australie. Alors, un des termes qui est préféré présentement, c'est premier peuple. Autre terme que vous entendez à l'occasion, donc tribu, c'est un terme qu'on utilisait auparavant davantage, mais le terme conseil tribal est encore utilisé. On va privilégier
le terme communauté. Par exemple, au lieu de demander à quelqu'un de quelle tribu tu es, on va lui demander à quelle communauté tu appartiens, ou on va lui demander à quelle nation cette personne-là appartient. Donc, la nation, c'est le grand groupe. Par exemple, la nation Cri, la nation Kanagan, la nation Tsawwassen. La bande, c'est le plus petit groupe qui vit habituellement sur une réserve, mais de moins en moins. Au Canada, il y a maintenant seulement 50% des Premières Nations, entre autres, qui habitent sur le territoire d'une réserve. On va le voir aussi, ce terme-là, beaucoup dans un contexte juridique, par exemple le conseil de bande. La communauté, c'est un terme qui est préféré à réserve, surtout en français. Et en anglais, on ne doit pas dire reservation, hein, on doit dire reserve. Territoire, le territoire, c'est le territoire, quand on parle du territoire, c'est le territoire occupé ou connu depuis les temps immémoriaux. Donc ici, je mentionne connu parce que ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas de traces d'occupation, que ce territoire-là n'était pas connu des Autochtones en question. Le statut, c'est un statut tel qu'il est reconnu par la loi sur les Indiens selon Indian Act, et ça exclut les Inuits et les Métis avec le statut de l'Indian Act. Qui sont les Autochtones? Alors, selon la Constitution, il y a 3 groupes qui sont reconnus selon la Constitution canadienne, les Premières Nations. Et chacun des groupes, on va les voir de façon plus précise. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Donc, selon les chiffres de 2016 de Statistique Canada, il y avait 1,6 million, plus que 1,6 million d'individus. Ça représentait 5% de la population canadienne. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est la population qui est en plus forte croissance au Canada. On parle de 42,5% en 10 ans. Et c'est aussi la population la plus jeune au Canada. 44% d'entre eux ont moins de 25 ans. C'est un peu, pour ceux qui ont mon âge, là, équivalent de un peu la revanche des Verseaux qu'on a connue au Québec. Alors, Premières Nations, au Canada, ils sont plus de 850 000 personnes, dont plus de 200 000 d'entre eux sont sans statut. On va voir un petit peu plus loin quel est le statut. Il y a 50 nations, 50 Premières Nations chez les Premières Nations et 630 communautés, dont 203 sont en Colombie-Britannique. Ça, c'est selon les statistiques de 2016. Et il est possible, à l'occasion, que vous voyez des chiffres qui changent 630, 628 une année à l'autre, parce qu'il y a des communautés qui peuvent décider de se joindre à une autre ou de se scinder en deux pour former une autre communauté. Donc, ces chiffres-là ne sont pas nécessairement immuables, ça ne varie pas énormément, mais vous pourriez rencontrer d'autres documents qui vous donneraient des chiffres légèrement différents. Le statut, au Canada, le statut d'Indien, évidemment, ici, j'utilise le terme dans son cadre juridique, relève des règles établies par la loi sur les Indiens et ça s'applique si un individu est identifié comme Indien au sens de cette loi-là. Une carte est émise avec un numéro par le gouvernement pour identifier la personne. Cette personne-là va avoir droit à des avantages spécifiques réservés aux Indiens en vertu de la loi, mais également aux désagréments qui l'accompagnent. Entre autres, de ne pas pouvoir utiliser la résidence comme étant un actif. Les Métis, 587 000 personnes qui se déclarent Métis au Canada en 2016. Et les Métis avec un grand M, je précise, sont nés du contact entre les Autochtones des prairies et un peu au nord. Et les nouveaux arrivants européens, il y avait des Irlandais, des Écossais, mais aussi beaucoup de francophones. La plus importante population métisse vit à Winnipeg. Et il faut éviter de confondre les métis, la nation métisse, avec le métissage sans majuscule qui pourrait indiquer à ce moment-là une personne d'origine ethnique mixte. Donc, si on est métisse, donc une personne dont les parents sont d'origine européenne et un parent ou un grand-parent serait d'origine autochtone, d'une Première Nation, bien à ce moment-là, on dirait « je suis métisse algonquin, je suis métisse Mi'kmaq, je suis métisse Cri », par exemple. Il faudrait rajouter l'autre. Chez les Inuits, 64 235 personnes réparties dans 53 collectivités et regroupées dans un territoire connu comme Inuit. Ça comprend le Grand Nunangat qui inclut le Nunavut, le Nunavik
Nunavut et la région Inuvialuit. Et le terme Inuit signifie peuple. C'est pour ça qu'on ne va pas dire peuple Inuit, parce que sinon, on dirait peuple. Ils ont une langue commune, Inuktitut, et plusieurs dialectes régionaux. Et évidemment, ils ont aussi l'alphabet que l'on voit là sur l'illustration. Il ne faut pas confondre le terme Inuit avec Innu, les Inuits, eux, sont un autre mot pour désigner les montagnais Naskapi qui sont sur les rives du Saint-Laurent. Les valeurs dans la culture autochtone. Donc, ici, je vous présente les valeurs qui sont habituellement reconnues comme étant les valeurs de la culture autochtone. Est-ce qu'on va retrouver un individu qui adhérerait peut-être pas à ces valeurs-là? Sûrement, comme dans d'autres cultures, on n'a pas nécessairement chacun des individus qui va adhérer à la culture du groupe auquel il appartient. Alors, une nature qui est plus grande que soi. Donc, c'est ce concept-là de révérence par rapport à la nature. Le concept de relation avec le monde naturel aussi. Donc, comme faisant partie de ce monde-là. Donc, il n'y a pas de séparation entre les animaux et nous, les roches et nous, les arbres et nous. Donc, on fait tous partie du même monde et on est tous en relation les uns avec les autres. Un respect pour les aînés. Et évidemment, aîné ici se met au féminin aussi, évidemment, parce qu'ils sont souvent les gardiennes du savoir. La responsabilité de chacun envers la communauté, donc un esprit de communauté plus large que ce qu'on peut voir dans d'autres sociétés, parce que comme ils vivaient autrefois dans des conditions très difficiles, il fallait avoir ce geste-là de solidarité pour pouvoir survivre. Le concept circulaire par opposition au concept de linéarité, c'est-à-dire que tout est lié, on le voit avec le concept de relation avec le monde naturel, donc le concept circulaire, donc tout est lié, si on reprend la roue de médecine, c'est un cercle, le cercle est très important et donc aussi la relation entre les gens, donc certains aspects de hiérarchie, de structure linéaire sont moins présents dans la culture autochtone. L'importance du récit pour la transmission des connaissances. Ici, mon S, il a disparu. L'importance du récit pour la transmission des connaissances. Donc, on a beaucoup d'histoires, de récits pour parler même de savoir scientifique quand même très important. Et donc, les récits servent à transmettre les savoirs. Et donc, par le fait même, le recours à l'oralité va avoir été privilégié dans la culture traditionnelle. Évidemment, maintenant, tout le monde passe par l'écrit, puis on a énormément d'ailleurs d'écrivains autochtones. Mais le recours à l'oralité reste important. Alors voilà pour les valeurs dans la culture autochtone. Donc ces savoirs-là qui sont issus de la culture, c'est important parce que il y en a plusieurs, beaucoup sont très scientifiquement valables. Donc on a répertorié 546 plantes médicinales utilisées par les peuples autochtones. On parle ici de la forêt boréale. Donc, si je vais plus au sud, je vais retrouver encore d'autres plantes qui étaient utilisées à des fins médicinales ou comestibles. Could you come here? I think it's study. This is not it. Il y a eu peu de recherches qui ont été faites à cet effet-là. Mais il y a plusieurs plantes qui sont très efficaces. Donc, je donne l'exemple ici d'une plante de Colombie-Britannique qui est la baie de Salal, qui est un puissant antioxydant. Vous voyez que c'est des études récentes qui ont été réalisées en 2018. Ça comprend énormément d'antioxydants à cause des tanins. Puis, on peut faire un thé et soigner des maux de gorge et d'estomac, mais il y a énormément de savoir. Get away from there now. Move that away now. OK. Si on va au niveau des faits et des statistiques. Alors, au niveau des langues autochtones, il y a 60 dialectes différents à partir de 34 langues considérées comme uniques. Et ce sont des langues uniques dans le monde, qui n'ont pas de rapport avec des langues indo-européennes, par exemple. 15 de ces langues-là sont en Colombie-Britannique. Et une est particulièrement
isolée et dans le Kootenay, et elle est étudiée d'ailleurs par des linguistes parce qu'il n'y a pas de référent avec aucune autre famille linguistique. Alors, il y a récemment une loi, la loi C91, qui concerne les langues autochtones, qui a été décidée avec la sanction royale au 21 juin 2019, donc c'est très récent. Ça vise la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones au Canada, puis même ça affecte nos institutions d'éducation présentement. Si vous voulez avoir plus de détails sur le texte de loi, il y a un texte intéressant, le lien est ici avec l'Université Laval. La moitié des enfants en famille d'accueil au pays sont des enfants autochtones. Malgré le fait qu'ils représentent 7% des enfants de 0 à 4 ans, ils constituaient, jusqu'à tout récemment, 51,2% des enfants en famille d'accueil. Récemment, la loi C92, qui a été adoptée par le gouvernement fédéral 2020, affirme les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l'enfance et à la famille. Donc, on veut remettre cette gestion-là des enfants, des services à l'enfance aux communautés autochtones, parce qu'on considère dorénavant qu'ils seraient probablement les mieux s'approprier pour gérer leurs propres services à l'enfance. Présentement, le Québec conteste ce règlement-là adopté par le gouvernement fédéral, veut le contester auprès de la Cour suprême parce qu'il considère que le service à l'enfance, c'est une juridiction provinciale. Un Autochtone sur 5 vivait dans un logement nécessitant des réparations majeures en 2016. Et l'insécurité alimentaire est plus élevée chez les Autochtones, en particulier chez les Inuits. Il faut voir que si l'alimentation était traditionnellement reliée à la chasse, et par exemple la chasse aux phoques, et que les pressions sont faites pour cesser ce genre de pratiques-là, et ou aussi qu'il y a de l'alimentation qui arrive du sud, mais qui est plus difficile de s'approprier, de s'approvisionner par contre de ces aliments-là. Donc, on comprend que ça crée une insécurité alimentaire plus grande. Par contre, il y a aussi des initiatives positives qui sont prises. Je donne l'exemple ici de la Nation Tsuk sur l'île de Vancouver. Et, ils ont créé un parc de panneaux solaires pour créer leur propre électricité. Alors, ici, je vous présente l'histoire connue et méconnue des Autochtones. Alors, ce que nous n'apprenions pas à l'école, donc la plupart d'entre vous, vous êtes un petit peu plus jeunes que moi peut-être, mais on a probablement eu les mêmes enseignements quand nous étions à l'école. Alors, les absents. Christophe Colomb arrive en 1492 et il rencontre qui? La plupart du temps, soyez bien à l'aise, la majorité des gens, tout diplôme confondu, toute province confondue, ont de la difficulté à répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que dans nos livres d'histoire, on ne nous a pas mentionné qui Christophe Colomb avait rencontré. On a laissé présumer que Christophe Colomb était arrivé, ce qu'on appelle à terra nullus, c'est-à-dire que devant une terre vierge. Mais ce n'était pas le cas. Alors, Christophe Colomb a rencontré le peuple Taino-Arawak, qui était quand même une société organisée. On voit des exemples ici de pièces d'art qu'ils ont fait. Ici, c'est une cuillère. Puis de l'autre côté, c'est un banc pour s'asseoir. Donc, ils avaient une société qui fabriquait des objets quand même suffisamment raffinés. La vraie histoire, c'est que Christophe Colomb, à l'arrivée des hommes de Christophe Colomb, considérait que c'était un peuple tellement docile qu'il pouvait très facilement les mettre en esclavage. C'est ce qu'il a fait. Il y a eu des massacres, puis évidemment, il y a une partie de cette population-là qui a souffert des conséquences des épidémies, des maladies apportées par des bactéries et virus apportés par les colonisateurs. Et surtout, qu'est-ce qu'on apprenait? Donc, il y a des choses que l'on ne savait pas parce qu'on ne nous les apprenait pas, mais par ailleurs, on apprenait, et ça c'était mon livre d'histoire du Canada, 3e année, les frères de l'instruction chrétienne en 1953. Et moi, j'étais à l'école dans les années 60, début des années 60, et c'était les livres que j'avais, où on voit très bien la
représentation des Autochtones dans ces manuels-là, qui sont, vous conviendrez avec moi que c'est rien de positif. 1763, c'est un événement important. Donc, évidemment, il y a eu la conquête. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les peuples autochtones, eux, n'ont pas été conquis. La Nouvelle-France, oui, mais pas les peuples autochtones. Donc, souvent, on a l'impression que oui, bien, évidemment, ils ont perdu eux autres aussi. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, dans le document de 1763 de la Proclamation royale, ça reconnaît les droits des terres autochtones, celles qui n'ont pas été cédées ou achetées par nous. Donc, ça veut dire toutes les terres qui n'avaient pas fait l'objet d'ententes préalables et de traités, elles leur sont réservées. Et d'ailleurs, c'est le document dont se servent les Autochtones, majoritairement les Premières Nations au Canada, pour revendiquer les territoires. Les côtés sombres de l'histoire. À partir de 1857, on va arriver une politique d'assimilation affirmée auprès du gouvernement, qui n'est pas encore en place. On ne parle pas encore du Canada, mais il y a des politiques d'assimilation qui s'affirment. 1867, que je ne l'ai pas mis là, mais c'est la Confédération. Presque moins de 10 ans plus tard, on crée la loi sur les Indiens. À partir de 1884, les potlatches, une particularité de la Colombie-Britannique qui était une cérémonie où le chef et les familles de haut statut redonnaient des biens à la population et scellaient des alliances et des contrats. Il y a eu une interdiction à partir de 1884. Il y a en 1903 aussi une interdiction des powwows, qui sont des rencontres chez les peuples autochtones plus de l'Est et des prairies. 1925, interdiction des cérémonies, powwows, sweat-lodge, danse, tambour. Si on entendait un tambour, la personne qui en jouait était passible de prison. En 1951, les vétérans autochtones de la Deuxième Guerre mondiale qui, eux, ont été volontaires, n'ont pas été conscrits, se sont portés volontaires pendant la Deuxième Guerre mondiale pour aider le Canada pendant les conflits. Et ils ont demandé au gouvernement l'autorisation de pouvoir reprendre les cérémonies traditionnelles. Johnny MacDonald, ça peut vous aider à comprendre qu'on est en train de décapiter ces statues présentement. Donc, voici les phrases célèbres de Johnny MacDonald. Les enfants indiens devraient être retirés le plus possible de l'influence de leurs parents et la manière d'y arriver est de les placer dans des écoles industrielles où ils vont acquérir les habitudes et les pratiques des Blancs. Donc, ça, c'est le discours de Johnny MacDonald à partir de 1883. C'est un côté sombre de l'histoire canadienne. Donc, les pensionnats autochtones, qui sont appelés aussi écoles résidentielles, ont été en place de 1880 à 1996. Il y avait une volonté systématique d'un gouvernement d'effacer une culture. Mais dès 1922, le docteur Bryce définit la situation de santé comme étant un crime national. Lui, il regardait les cas de tuberculose dans les pensionnats et il a trouvé que c'était épouvantable, les conditions sanitaires qui existaient, la ventilation, la nutrition, etc. Et il a même écrit là-dessus pour pouvoir protester et on n'a pas donné suite. Donc, si on avait remplacé la statue de Johnny MacDonald, je crois que je la remplacerais par celle du Dr. Bryce. Il y a eu des impacts sur plusieurs générations, des enfants, mais aussi, surtout, des femmes. On a empêché, dans un sens, aux parents de jouer le rôle de parents et une maman de pouvoir prendre soin de ses enfants. Il y a eu des séquelles physiques, psychologiques, mais aussi culturelles à cause de la perte des langues et des savoirs. Les enfants étaient empêchés de parler leur langue dans l'école. On évitait les contacts entre frères et sœurs. Et souvent, ils étaient envoyés à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de résidence de la communauté. Moi, j'ai rencontré des aînés autochtones avec qui j'ai travaillé au Québec et ils étaient envoyés à 300 kilomètres de distance de chez eux. Il y a eu des excuses nationales le 11 juin 2008.
Et on a créé la Commission Vérité et Réconciliation qui contient 94 appels à l'action. Ces appels à l'action traitent de tous les domaines, le droit, l'éducation, la médecine. Et donc, il y a des actions que chacun doit prendre, y compris le serment de citoyenneté que les nouveaux arrivants doivent dire. Donc, comment ça s'est passé? 1857, adoption de la loi sur la civilisation graduelle des Indiens. 1870 à 1910, il y a une assimilation pour assimiler les enfants autochtones aux classes sociales inférieures de la société canadienne. Comment on s'y prenait? C'est qu'on les formait à des métiers seulement. Il n'était pas question qu'on puisse les former, par exemple, à des études au collège classique ou quoi que ce soit. Là, c'était carrément des métiers parce qu'on jugeait qu'il n'y avait pas l'intelligence pour pouvoir faire autre chose. 1920, obligation de vivre dans les pensionnats pour tous les enfants de 7 à 15 ans. Les enfants étaient enlevés de force de leur famille par les prêtres, les agents indiens et les policiers. Souvent, dans les années récentes, quand on a eu la technologie pour le faire, il y avait des hélicoptères qui survolaient les communautés pour s'assurer qu'on pouvait avoir accès aux enfants. Des fois, c'était des autobus qui rentraient dans le village. On a évidemment comprendrez qu'on n'avisait pas les parents avant d'arriver. Les conséquences, des enfants retirés de leur famille, une assimilation forcée aux cultures, valeurs, religions et langues de la société blanche. Certains enfants ont subi des sévices physiques, émotifs, sexuels. Plusieurs sont morts sans que les parents puissent les voir. Puis même, il y a des parents qui ont su seulement plusieurs années 1 ou 2 années après que leurs enfants étaient décédés. Dévastation des familles et des cultures. Il y a plus de 150 000 enfants qui ont vécu dans les pensionnats indiens et 80 000 personnes sont encore en vie aujourd'hui et ont vécu dans les pensionnats. Donc, les fameux 94 appels à l'action, si vous voulez, ce document-là est sur le site de la Commission Vérité et Réconciliation. Et c'est un sommaire et on a seulement les 94 appels à l'action. C'est intéressant de voir ce que ça nous demande de faire. Shana Didit, la dernière des Biotuk, qui était à Terre-Neuve, mais aussi des milliers de femmes et filles autochtones disparues et assassinées à notre époque même, qui a donné lieu à une enquête nationale, puis à la publication de Réclamer notre pouvoir et notre place, un rapport final de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées de 2019. Là-dedans, il y a 231 appels à la justice qui sollicitent des changements au niveau de la formation des policiers, au niveau de l'attitude par rapport à des dépendances, par rapport à des problématiques d'alcool, etc. Donc, on espère que ces rapports-là vont pouvoir avoir des conséquences positives. D'autres côtés sombres de l'histoire. La recherche de Mosby en 2014. Mosby est un chercheur en alimentation et a découvert que des chercheurs dans les années 50 et 60 ont fait des expériences sur des enfants de pensionnat en les affamant. Donc, ce qu'on faisait, on voulait voir c'était quoi l'impact de la malnutrition. Et donc, on ne donnait pas à déjeuner ou à manger à certains enfants autochtones des pensionnats et à d'autres, on donnait à manger on voulait voir qu'est-ce que ça donnait. Évidemment, vous comprendrez qu'un parent qui habite à 300 km de distance, on ne va pas lui demander une autorisation éthique pour se donner le droit de faire une étude sur son enfant. La rave des années 60, qu'on a appelée le 60 Scoop, de 1950 à 1980, il y a eu 20 000 enfants qui ont été enlevés à leur famille pour être placés en adoption sous prétexte que leurs parents étaient inaptes. Souvent, c'était des filles-mères. Et certains de ces enfants-là ont été vendus à des Américains. D'autres côtés sombres de l'histoire, le massacre des chiens de traîneau, particulièrement au Nunavik. Donc, entre 1950 et 1960, les forces de l'ordre arrivaient dans les villages inuits et abattaient les chiens à vue dans le but de sédentariser les Inuits et de scolariser les enfants. Le prétexte était que certains chiens avaient attaqué
les enfants et certains chiens étaient malades, mais le but ultime, c'était de sédentariser les Inuits. Il y a eu des excuses qui ont été faites. Puis on s'entend que les chiens, pour une communauté Inuit, c'est un élément important pour pouvoir s'alimenter. Des déplacements de population, des centaines de déplacements de communautés autochtones à travers le Canada pour l'exploitation des ressources. Donc, c'est ton territoire, mais si je trouve de l'or en dessous, on va vous déplacer parce qu'on va faire l'exploitation de cette richesse-là. Même chose pour le pétrole. Le déplacement des Inuits plus au nord pour assurer la souveraineté du Canada sur l'Arctique. Donc, c'est important que le Canada soit présent sur les rives de l'océan Arctique. Donc, on a déplacé des populations Inuits pour s'assurer qu'on était plus proche de ces côtes-là pour assurer notre souveraineté. Pardon. Parce qu'évidemment, pour des gens du Sud, un banc de neige, pour un autre banc de neige, c'est la même chose. Mais pour un Inuit qui connaît son territoire, c'est pas tout à fait pareil. Le présent et le futur. On peut dire que les Autochtones ont une incroyable résilience pour avoir traversé toutes ces parties sombres-là de l'histoire. Donc, il y a présentement des initiatives pour regagner l'autonomie gouvernementale. Entre autres, en Colombie-Britannique, on a quelques nations présentement, même plusieurs, qui sont autogouvernées. C'est le cas de Tsawwassen, c'est le cas de West Bank First Nation, c'est le cas de la nation Tlamin à Powell River. Il y en a quelques autres aussi. Et c'est un mouvement qui va aller de plus en plus de l'avant. Regagner l'autonomie financière et évidemment l'autonomie culturelle. Et ça fait partie d'ailleurs des 94 appels à l'action de se réapproprier la culture. De grandes réalisations économiques. Il faut se rappeler que les Autochtones ont de tout temps été des entrepreneurs. Pour votre information, les Iroquois sont allés jusque dans l'Ouest pour la traite des fourrures parce qu'ils voyaient qu'il y avait des affaires à faire là. Donc, ils accompagnaient les voyageurs, canadiens-français entre autres, pour le commerce des fourrures jusque dans l'Ouest. Et il y avait des Iroquois de l'Est parmi ces gens-là. Donc, présentement, il y a plusieurs réalisations économiques super intéressantes qui se passent, puis je vous invite à ouvrir, vos oreilles quand vous entendez à la radio ou dans les médias le nom autochtone, puis voir, souvent on va parler des réalisations économiques. Une place de plus importante sur toutes les scènes, les arts, les sciences, la littérature, l'économie. On a de plus en plus d'auteurs autochtones, d'écrivains, des arts de la scène, des chanteurs, des artistes visuels. D'ailleurs, un très grand artiste visuel qui est considéré comme le Picasso canadien, qui est décédé il y a quelques années, il s'appelle Norval Morisseau. Et malheureusement peu connu en dehors du monde autochtone, mais c'est vraiment des œuvres magnifiques. Excuse-moi. Alors, je vais juste vous parler rapidement de la structure de gouvernance, parce que ça, c'est important aussi pour comprendre certains enjeux, particulièrement en Colombie-Britannique. Alors, il faut savoir que comparativement à l'Est, où de tradition, les chefs étaient choisis d'une façon soit par consensus ou soit par nomination, si on veut. Dans l'Ouest, on avait une structure basée sur des classes sociales. Donc, on avait dans l'Ouest, on a le phénomène des chefs héréditaires. On avait des classes sociales de haut statut, on avait des classes sociales bas statut et on avait aussi des esclaves. Souvent, les esclaves, c'était des prisonniers de guerre. Donc, les chefs héréditaires, ce titre-là est transmis par les familles. Donc, ici, juste pour votre information, ma pyramide, elle n'est pas mal placée. C'est que, comparativement à un système monarchique européen où est-ce que le roi et l'aristocratie sont un très petit groupe, chez les peuples autochtones de l'Ouest, le groupe de haut statut était quand même relativement nombreux par rapport aux autres. Donc,
Les chefs héréditaires, ils ont un titre transmis par les familles et c'est transmis entre les générations, au même titre que les aristocrates d'Europe. Donc, ça pouvait durer sur plusieurs siècles. Certains systèmes ont un système patriarcal patrilinéaire, c'est-à-dire que la lignée d'hérédité va se faire via les hommes, tandis qu'il y en a d'autres qui vont avoir un système matriarcal, matrilinéaire, plus vers les femmes. Puis il y a certaines nations, comme les Lidlitene dans le nord et les Tsimshian, qui ont un système de clans, le clan de l'ours, le clan de la grenouille, etc. Puis évidemment, il y a, dépendamment de quel animal est représenté, bien, il y a une hiérarchie dans ça. Donc, le leadership remonte au temps immémorial et ça dépasse les frontières des territoires et des pays. C'est-à-dire qu'il y a certains chefs héréditaires qui existent encore, ils n'ont pas un rôle légal et juridique, ils ne peuvent pas être reconnus légalement, mais ils sont reconnus socialement, si on veut, et ils se portent garant de l'intégrité du territoire. Donc, le territoire d'une Première Nation, partout au Canada, souvent va dépasser les frontières, va dépasser la frontière américaine. Je prends les Iroquois, entre autres, la Confédération iroquoise, ça comprend des nations dans l'État de New York. C'est la même chose pour les territoires ancestraux des Autochtones de l'Ouest, où souvent les territoires vont dépasser les frontières. Si on regarde par rapport aux chefs élus, donc les chefs élus ont été créés à partir de la loi sur les Indiens de 1876 et on a interdit le système de chefs héréditaires dans l'Ouest. Donc ça, c'est une procédure qui existe à travers le Canada au complet. Les chefs élus sont partout au Canada. Donc, c'est en vertu de l'article 74 sur la loi sur les Indiens et les représentants sont soumis à des élections à tous les 2 ans. Donc, on comprend que dans certaines communautés, particulièrement en Colombie-Britannique, on peut avoir affaire à un chef qui est élu et un chef héréditaire. Quelquefois, c'est la même personne et quelquefois, ce n'est pas la même personne. Alors, certains enjeux environnementaux qui ont fait déjà la manchette, bien, il arrive que les 2 chefs en question ne sont pas du tout d'accord. Alors, les chefs élus, comment ça fonctionne? Le chef est le chef du conseil de bande. Donc, il y a un conseil de bande élu par vote avec des conseillers, un peu comme une structure municipale. Le conseil tribal, donc ça reprend plusieurs bandes et communautés. Et le chef et les conseillers sont élus, évidemment, parmi les chefs des conseils de bande. Donc, certaines nations sont suffisamment grandes pour avoir plusieurs bandes. Et là, à ce moment-là, on se dote d'un conseil tribal. Il arrive, et c'est partout au Canada, dans l'Est comme dans l'Ouest, que des communautés, des bandes, décident de ne pas faire partie du même conseil tribal. Donc, il y a des nations, par exemple, chez les Stolo, ils pourraient faire partie, il y en a qui font partie d'un conseil tribal, des bandes qui font partie d'un conseil tribal, puis d'autres bandes qui font partie d'un autre conseil tribal. Des fois, il y a eu de façon ancienne, là, des dissensions au sein des groupes, puis ils se sont scindés. L'Assemblée des Premières Nations provinciales, donc chaque province ou chaque territoire a une assemblée des Premières Nations. Ça regroupe les Premières Nations de la province. Évidemment, encore une fois, ça exclut toujours les Inuits et les Métis de cette dynamique-là. C'est un rôle de pression. Ils n'ont pas un rôle légal et juridique. Auprès de leurs membres, oui, mais c'est un peu l'équivalent d'un syndicat, si on veut. Et l'Assemblée des Premières Nations du Canada, qui a aussi un rôle de pression, c'est l'équivalent d'un syndicat. Ça regroupe toutes les Premières Nations à travers tout le Canada. La réconciliation. Donc, si on porte un regard vers l'avenir. Alors, il y a des choses qu'on vient de vous présenter que peut-être vous ne saviez pas. Mais maintenant, vous les savez. Donc, à ce moment-là, ce qu'on se dit, c'est que comment on peut faire un geste de réconciliation puis regarder vers l'avenir. Alors, souvent, après les présentations, les gens me demandent, mais Diane, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous laisse ici quelques pistes. Vous pouvez vous informer sur les nations qui sont proches de chez vous. La plupart des communautés ont un site web avec une partie historique. Il y a des activités, on voit quels sont leurs projets, est-ce qu'ils ont des projets environnementaux, des projets économiques, etc. Ça donne un regard aussi actuel d'une nation autochtone proche de chez vous. Vous pouvez évidemment vous documenter sur les peuples autochtones du Canada,
très bel ouvrage, c'est l'Atlas des peuples autochtones du Canada qu'on peut trouver dans les bibliothèques. L'édition en français est épuisée, tellement elle a été populaire. La plupart des bibliothèques dans l'Ouest canadien, j'imagine, vont avoir une version en français. Dans certaines librairies, j'ai vu qu'il y avait encore certaines éditions en français qui étaient disponibles, mais aussi, on peut y avoir accès en ligne à cet ouvrage-là. Vous pouvez aussi offrir vos services bénévoles à des centres d'amitié autochtone, votre ville ou votre région. Puis, évidemment, je vous invite fortement à sensibiliser vos proches à l'histoire et aux réalités autochtones. Merci infiniment. Là, je vais prendre les questions. Merci beaucoup, Diane, de cette revue historique, en fait, qui m'a beaucoup émue. Ça vient beaucoup me chercher quand on parle d'injustice et cette injustice qui continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, pour moi, vérité, réconciliation, ça veut rien dire tant qu'il y a des enfants qui ont faim, tant qu'il y a des femmes qui disparaissent et qu'ils n'ont même pas d'eau potable. Bref, je suis très émue. Est-ce qu'il y a des gens... je ne vais pas t'interrompre, mais c'est pas ta réaction. Je l'ai à toutes les fois, Marie-Hélène. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu la chance de travailler au Royal BC Museum pendant une période d'été. Et pour moi, j'avais déjà travaillé à Wendake, à Onouatchetekwe, le site historique. Donc, j'avais quand même eu un peu d'histoire, là. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai vu l'histoire était beaucoup plus courte. Mais d'autant plus, l'histoire des Européens, s'entend, là, et d'autant plus, j'allais dire, violente, avec Douglas, puis le smallpox, puis tout ça. Ouais. Bref, ça m'atteint. Des gens qui ont des questions. Excuse-moi. Ouais, on va sortir les mouchoirs. Serge, oui, tu peux enlever... faut que tu mettes ton son, Serge. OK. Moi, j'ai une question pour Diane. Tu as mentionné, Diane, les chefs héréditaires et les chefs élus. Dernièrement, on a eu... j'avais jamais entendu parler d'un chef héréditaire. J'imagine que c'est un chef non élu. C'est de génération en génération. Mais quel est le pouvoir que le chef héréditaire a sur le chef élu? Est-ce que c'est lui qui a le dernier mot ou si le chef élu... ou c'est séparé, je ne sais pas. J'essaie de comprendre pourquoi il y a deux chefs dans la même nation. OK. Qui a le pouvoir? OK. Alors, je vais prendre l'exemple de l'enjeu des Wet'suwet'en. OK. Donc, eux, ils ont manifesté à cause du passage du pipeline. D'accord? Oui. Donc, là, c'est le chef héréditaire. Le chef élu, lui, était d'accord pour passer le pipeline. Le chef élu, ce qu'il faut savoir, c'est que lui est responsable il a la juridiction sur la réserve. Mais le chef héréditaire, lui, il se porte garant. Comment je pourrais dire? Il se donne c'est un mandat... moral. Moral, c'est ça, merci. C'est un mandat moral. Il se porte garant de l'intégrité du territoire qui pourrait dépasser le territoire de la réserve. Et lui, il parle du territoire ancestral. Et là, c'est là où le gouvernement, d'ailleurs, a été obligé de s'asseoir et avec le chef héréditaire et avec les chefs élus. Là. Parce que le chef héréditaire, évidemment, il y avait aussi des gens de la communauté qui étaient avec lui. Tu comprends? Donc ça crée des enjeux. Il y a certaines fois où le chef élu et le chef héréditaire, c'est la même personne parce que la communauté considère que, ben oui, de tout temps, puis on reconnaît son leadership, alors c'est lui qu'on élit, mais c'est possible que ça soit quelqu'un d'autre. Il faut voir aussi que dans les traditions, le système électoral, ce que ça crée, c'est qu'autrefois, c'était un aîné, c'est quelqu'un assez âgé qui était chef, n'est-ce pas? Mais là, avec les élections, tu peux être chef, tu as 25 ans, là. Est-ce que ça n'enlève pas du tout ta capacité, mais on comprend que c'est pas tout à fait dans les traditions ancestrales, puis il y a des aînés qui se posent la question de l'efficacité ou de la sagesse de cette personne-là pour un rôle, un poste important.
est-ce que, pour continuer, est-ce que le chef héréditaire était toujours un homme ou pouvait être les deux? Ou... Majoritairement, les chefs étaient des hommes. Par contre, il arrivait, comme je vous ai expliqué tantôt, qu'il y avait des sociétés qui étaient matrilinéaires, donc la lignée se fait par les femmes. Par contre, les femmes avaient des postes importants, notamment pour la santé, l'éducation, et souvent aussi pour les relations entre nations et entre communautés, entre tribus. Tout l'aspect de négociation, etc. Fait que c'est un fait nouveau de voir qu'on a beaucoup de femmes qui sont des chefs élus présentement? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont toujours eu un rôle quand même assez important au niveau de certaines responsabilités au sein de la communauté. Donc, ils faisaient partie d'un regroupement de personnes de haut statut, si tu veux, puis d'aînés. Oui. Donc, à ce moment-là, comme ils ont eu souvent ce rôle-là, s'ils se présentent en élection, il y a des fortes chances qu'elles soient élues. Merci Diane. Est-ce que ce ne serait pas juste de dire que cette place-là des femmes, comme la place de beaucoup de femmes dans les civilisations autres, européennes entre autres, a changé au moment où les robes noires sont arrivées? Oui, je te dirais même plus que les missionnaires. Là, le colonialisme a amené toute la structure qui existait en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes au pouvoir en Europe non plus. Hein. Donc, tout ce système-là de plus grande place des hommes dans les postes de décision, ça s'est transposé finalement dans les sociétés autochtones. Mm-hmm. Mais si je prends par exemple l'exemple des Mohawks, eux, c'est carrément les femmes ont un grand pouvoir de décision là, dans les communautés Mohawks. Même, je crois que chez les Wendat, c'était matrilinéaire et matriarcal. Oui, c'est des Iroquois, là. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont la famille iroquoienne. Les Hurons sont des Iroquoiens, en fait. J'aurais une question. Oui, Normand. Ne trouves-tu pas, Diane, que c'est devenu un sujet de conversation de Blancs et que finalement, on tente de se dédouaner tout en culpabilisant un peu les Blancs, les hommes blancs, nous tous, que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Ils sont écrasés, ils sont opprimés, puis avant qu'on les... économiquement, il y a des sommes massives d'argent qui soient versées aux communautés. Il n'y aura jamais rien qui se passera finalement que des discussions. OK. Moi, je peux te dire que je travaille très étroitement avec plusieurs communautés du Québec et puis même je connais plusieurs personnes, là, des membres des Premières Nations de Colombie-Britannique parce que mon travail m'amène à côtoyer mes collègues en éducation à travers la province. Et que, oui, on est en train présentement, les appels à l'action. Quand il y a eu la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones dans les années 80, ça a donné suite à rien du tout. Mais les appels à l'action, on voit vraiment un mouvement qui s'installe. On voit des communautés qui se reprennent en main, qui prennent les sommes. Puis il y a une question aussi que plus les membres des communautés sont éduqués, plus ils se donnent les moyens pour pouvoir y arriver. Donc, moi, je ne vois pas ça comme étant... au fil des années, j'ai vu énormément de changements positifs au niveau de l'affirmation culturelle. Moi, je compare ce mouvement-là chez les Autochtones à la situation des francophones au Québec, qui avaient de la difficulté à accéder à des postes parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais, etc. Et quand on s'est donné les pouvoirs politiques, juridiques, etc., de s'affirmer en tant que peuple francophone,
ben là, tout à coup, on a vu des réussites pointées, etc. Moi, j'avais des commentaires de mes étudiants quand j'enseignais au collège à Montréal, les étudiants immigrants, ils disaient, moi, je donnais un cours qui s'appelait Culture du Québec, puis ils disaient, mais pourquoi Culture du Québec? C'est les Québécois, c'est tous des losers. Alors, tu vois, il y a eu un mouvement qui s'est amorcé, puis moi, je le vois présentement, ce mouvement-là, chez les Autochtones. Et puis, j'ai vu dans la conversation, là, quand on dit la loi sur les Indiens, non, je sais que le terme n'est pas correct d'entendre parce que c'est ce que j'ai dit de toute façon au tout début, c'est qu'on ne peut pas changer la loi présentement. Et donc, le titre de la loi s'appelle comme ça. On n'a pas le choix. En fait, si vous voulez la changer, il la changerait, là. Oui, c'est ça, oui. C'est toujours... Mais par contre, par contre, je vous dirais que avant qu'on... C'est pas... Même chez les Autochtones, c'est pas... OK, ben on va enlever cette loi-là c'est que qu'est-ce que tu donnes en garantie? Est-ce que tu garantis les territoires, etc.? On le voit que dans le passé, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Là. Donc, est-ce que je peux te faire confiance si tu me signes un autre document? Moi, je serais un peu prudente. Il faut dire que le problème est multidimensionnel aussi. Oui. Je veux dire, on laisse pas les gens leur dire, OK, t'es autonome, t'as ton territoire. C'est un peu comme les enfants qui sont en tutelle jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis là, on leur dit, OK, t'as 18 ans, arrange-toi maintenant. Je veux dire, il y a beaucoup de ces conseils de bande qui ont la connaissance nécessaire pour prendre en main, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ils ont besoin d'eau potable, ils ont besoin de maisons. Vous avez montré tantôt là, les maisons qui sont à peine salubres. J'ai travaillé à La Ronge, en Saskatchewan, pour une fin de semaine. Les enfants avaient tous des bobos au visage parce qu'il manquait de vitamine C. Et on ne peut pas juste dire, OK, vous êtes autonome maintenant, arrangez-vous. Je veux dire, il y a un soutien qui doit se donner, un passage de pouvoir. J'aurais une question, si possible. Tu sais, vous avez parlé du Québec, entre autres de la Fondation du Québec, puis j'avais lu que la paix des Braves, c'était un document législatif assez bon pour les peuples autochtones. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est quand même le Québec, à certains égards, est en avance sur certains points. Par contre, il faut voir qu'il y a d'autres peuples qui sont ignorés dans ces documents-là. Tu sais, les Inuits, entre autres, qui ont des territoires limitrophes, ils ne sont pas inclus. C'est seulement certains peuples, c'est ça. Oui, puis il faut voir aussi qu'on signe une entente quand il y a un avantage économique. Tu comprends? Bonne question. Non, tu peux y aller, oui. La formule maintenant consacrée, qu'on entend partout, avant des réunions, des conférences, je reconnais être sur un territoire ancestral, petit patata. C'est qui a décidé de mettre de l'avant cette formule-là, qui est, c'est une manière, c'est comme on faisait à l'Église catholique, on disait notre oui, je crois dans Dieu. Je reconnais que j'ai péché. Et là, on continuait dans le discours. Ça fait qu'on fait un peu peut-être la même chose avec les Autochtones. Je reconnais que j'ai péché, mais je continue à piétiner votre territoire de toute manière. Oui, non, je comprends. Bien, c'est ça. Il faut voir que quand... en fait, j'ai lu récemment qu'il y a un journaliste qui avait amorcé ça il y a plusieurs années, cette formule-là, mais je ne sais pas si c'est véridique ce que j'ai lu. Mais en fait, je te dirais que ça dépend comment c'est fait. Comme tu dis, Louis-Normand, si tu le fais, puis tu dis, ben oui, je reconnais, mais je piétine de toute façon ton territoire. Je pense que ce qu'il faut... Ça permet de reconnaître peut-être, de savoir qu'historiquement, en fait, la colonisation, c'est que les gens ont seulement avancé. Tu sais, c'est le cas par exemple, les Béotouks qui sont disparus complètement à Terre-Neuve. Bien, eux, là, quand ils ont vu avancer les colons, ils reculaient, c'est-à-dire qu'ils s'en allaient un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin. Puis à un moment donné, bien, il y a eu, ils ont dit, bien, eux autres, ils ont des outils, ils sont allés voler quelques-uns, etc. Mais tu sais,
c'était leur espace. Ils sont tombés à l'eau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas perdu une guerre. On a juste avancé. C'est comme si demain matin, et je ne veux pas faire de débat avec ça, mais tu sais, des gens s'installent sur l'espace de ta maison. Puis finalement, tu dis, bon, OK, il a pris une coupe de carottes, c'est correct, j'en ai encore. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, il prend tout ton jardin. Tu sais, tu n'as rien signé avec lui, tu n'as rien donné en échange. Il mange tes bas. Oui, c'est ça, il mange tes bas. C'est un peu ça qu'on veut remettre dans le sens de dire, OK, regarde, on reconnaît qu'on est sur un territoire qu'on n'a pas conquis, là. Diane, est-ce que tu peux nous parler un peu du mot, parce que c'est un mot qui me fatigue beaucoup. Moi, c'est le mot réserve des réserves. Ouais. Ça a été créé il y a plusieurs générations. Ouais. Encore aujourd'hui, on utilise le mot réserve. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt des Premières Nations d'avoir des réserves et ne serait-ce pas nécessairement quelque chose? Est-ce qu'il y a un mouvement qui dirait que le mot réserve disparaîtrait, on en ferait des villes et ça donnerait le droit à la propriété et l'eau, les subventions? Ça changerait beaucoup la vie des Autochtones si le mot réserve n'existait pas. Mais et aussi, ça exclut ces gens-là de la population en général parce que, ils sont sur une réserve. OK. Mais c'est pas un village. Il faudrait pour ça. C'est vraiment bizarre qu'on ait ça encore aujourd'hui. Il faudrait pour ça, Serge, qu'on abolisse la loi sur les Indiens. Il faudrait peut-être la modifier. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un mouvement actuellement pour ça ou quelque chose? Est-ce que tu es au courant? Il n'y a pas de. Non. Ce qu'il faut voir, c'est que les réserves sont soit très grandes ou très petites. Oui. Okay? Sont soit très grandes ou très petites. C'est l'espace où la culture peut être développée davantage parce que ça comprend aussi, la réserve, c'est pas juste le village, ça comprend aussi des terres qui sont réservées pour la chasse, la pêche, etc. Des activités qui sont traditionnelles. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de Premières Nations qui sont citadines. Si je prends Tsawwassen, tu sais, c'est à côté du traversier. Mais si on va plus au nord, on va avoir des gens qui sont certaines réserves qui vivent évidemment dans le contexte actuel, mais qui ont gardé certains éléments traditionnels. Au Québec, moi, je connais des communautés qui sont à 130 km du plus petit village sur une route forestière, là. Oui, mais ça pourrait être une ville, ou un village. Et puis... Oui, mais tu sais, quand on dit réserve, ça ne vous empêche jamais personne de pouvoir y aller, là. Mais en fait, le mot réserve, c'est au départ, à moins que je me trompe là, dans mes mémoires, mais le mot réserve, c'était auparavant, c'est des relents de colonialisme, hein, c'était là où on mettait les animaux comme dans une espèce de zoo pour les garder ensemble. Donc, c'est vraiment, encore là, un terme très, très, très diminutif pour les Premières Nations. On le sait. Mais comme c'est inscrit dans la loi. Dans la loi, on ne peut pas le changer. Et que ça réserve, il faut voir aussi que ça réserve un espace. Mm-hmm. Et c'est là où, comme tu sais, on est un peu assis entre deux chaises à savoir, est-ce qu'on va garder, est-ce que dans les délibérations, est-ce qu'on va garder juste les 45 maisons debout, puis on va perdre tout le reste parce que sur le reste, il y a du bois, des mines, du métal, de l'or, tout ce que tu voudras, là. C'est ça, là. Tu sais, il faut voir que c'est ça, parce que quand on voit la carte des réserves au Canada, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas juste le petit point sur la carte, là. Donc, tu dis que ça fait l'affaire des Premières Nations d'avoir des réserves, de les garder. Dans certains cas, on veut garder ces territoires-là. Pourquoi on est tenu responsable à ce moment-là d'entretenir les maisons, de l'eau, le ci, le ça,
et puis on donne des sous, puis souvent les sous vont arrêter avec le chef, là. On voit ça, on entend parler, hein. Je ne sais pas si j'ai raison, là, mais le chef, ben là, il vit bien, mais les autres, c'est moins drôle. OK. Ce qu'il faut voir, quand j'entends ce genre de commentaires-là, tu sais, on a regardé tantôt qu'on avait 600 et quelques nations. Oui? Oui. OK. Donc, moi, je donne toujours l'exemple que, par exemple, quand moi, je suis arrivée dans l'Ouest canadien, il y a presque 9 ans, 10 ans maintenant, j'écoutais très religieusement tous les soirs la commission Charbonneau au Québec avec toute la corruption qui pouvait y arriver là. Oui. Alors, tu comprends que ça peut arriver, oui, que sur 600 quelques communautés, qu'il y en ait que... Puis évidemment, c'est celles-là qui font la manchette. On n'a pas parlé des... Tu comprends? On n'a pas parlé des 622 autres qui fonctionnent relativement bien, puis que les gens sont quand même à l'aise, et etc. Là. Puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu comme ce qu'on faisait quand on allait en Afrique, puis qu'on leur apportait un paquet de choses, puis on voulait leur régler tous leurs problèmes, puis on apportait de l'argent. Mais finalement, c'est quand on dit te montrer à pêcher, je ne vais pas te donner le poisson, je vais te montrer à pêcher, c'est que quand on a débarqué des maisons dans les communautés, est-ce qu'on leur a demandé comment ils les voulaient? On fait beaucoup. Si je vois les communautés qui vivent plus au nord, qui vivent encore avec... c'est pas leur alimentation primaire parce qu'ils vont à l'épicerie comme tout le monde, mais oui, ils chassent encore. Je ne sais pas si tu as déjà eu une fesse d'orignal dans ta cuisine qu'il faut que tu arranges. Bien, tu sais, c'est pas dans une maison préfab que tu peux faire ça. Puis la façon de vivre, on est plusieurs dans une même maison, avec des fois la tante, la grand-tante, etc. On est 10 dans une maison préfab qui devrait en contenir 4 personnes. Donc, puis ces gens-là, plusieurs d'entre eux ont vécu dans des pensionnats. Ils ne savent même pas c'est quoi une vraie maison. Tu comprends? Tu passes une partie de ta vie à ne pas savoir c'est quoi une vraie maison, puis demain matin, je t'en débarque une. Là. Mais il y a aussi le fait que, comme vous l'avez souligné tantôt, que c'est ce monsieur-là dans les années 1920 ce chercheur qui disait que ça aurait des répercussions sur plusieurs générations. Ouais. Et c'est encore la même chose. Alors, c'est le choc post-traumatique d'avoir été battu, violé, affamé. Ils reviennent à la maison, ils parlent plus la langue, ils ont plus de contact avec... L'homme blanc a apporté l'alcool, l'alcool apporte la violence, le choc post-traumatique amène d'autres choses. Alors, tout ça... Mais il y a du positif. Si on regarde sur EPTN, par exemple, la station, il y a des émissions qui nous montrent tout ce que certaines bandes font pour avancer, il y a tout un projet là, ici en Colombie-Britannique de solaire, d'installation solaire, de reprise en main et c'est un peu les peuples autochtones du Canada, c'est un peu l'histoire des Noirs aux États-Unis. Oui. Oui. Le mythe de la corruption que tantôt parlait Serge, dans le fond, c'est quelque chose qui est viscéral dans le système capitaliste, la corruption. On regarde We Charity. On n'a pas à regarder les Indiens qui, supposément, les chefs, ils se graissent la patte, puis ensuite, les autres, ils n'ont rien. Ben oui. Notre système est fondamentalement un peu atteint par ce microbe. Diane, c'est Aline. Allô, Aline. Bonjour, j'ai quelques questions pour toi. Okay. Je m'excuse, Aline, il va falloir qu'on fasse un peu plus court. Tu peux poser là, c'est parce que, oui, alors peut-être que... Oui, moi, ça ne me dérange pas de rester. D'abord, je veux dire que je suis sur le territoire Salip et Saout, ici, comme Serge d'ailleurs, et que j'ai vécu 5 ans dans le Grand Nord avec les Dénés.
Et ton expérience que tu as racontée avec les têtes d'orignaux, ça, j'ai vu ça de mes yeux et la condition des maisons et tout ça. Et puis, ben, il y a plusieurs aspects pour en discuter. Il faut presque avoir vécu, d'avoir vu pour vraiment savoir qu'est-ce que c'est. J'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect pour ces nations très riches. Et j'ai 2 questions importantes. Une, ça se pose sur les femmes. On est revenu sur les femmes autochtones est-ce qu'ils ont retrouvé finalement le droit de garder leur statut en mariant un blanc. Mon autre question est sur les Dene et les Yellowknife. Je ne sais pas si tu es au courant. Les Yellowknife qui ont été disparus par les Dene, à ce que je sache, je ne suis pas sûre de ça. Mais quelles étaient ou quelles sont encore aujourd'hui les relations entre les communautés et les nations? Est-ce qu'ils ont toujours, je me rappelle dans l'histoire que j'avais appris entre les Iroquois et les Hurons, par exemple, à Québec, qui ne s'entendaient pas. Non. Alors, est-ce que ça existe toujours aujourd'hui ou pas? Merci, Diane. OK. Alors, soit dit en passant, moi, ça ne me dérange pas de rester avec vous autres, là. Le temps que ça prendra. Je n'ai pas d'heure précise pour terminer. Aujourd'hui, des fois, j'ai des rencontres. J'en ai une à 13 heures. C'est mon seul... oui, les femmes ont regagné avec la loi C-31. Là, tu m'excuseras, j'ai oublié la date, mais c'était dans les années 80. Alors, c'est Sandra Lovelace, c'est-à-dire que les femmes avaient, dans la loi sur les Indiens, parce qu'on voit que c'est une loi paternaliste, un homme autochtone, un homme des Premières Nations, qui épousait une femme non autochtone, entre guillemets, dite blanche, elle gagnait le statut d'Indien et ses enfants aussi. Si une femme, membre d'une Première Nation, avec un statut, épousait un homme blanc, elle perdait son statut et ses enfants aussi. Donc, il y a des femmes qui sont allées jusqu'à la Cour suprême du Canada. Elles ont été déboutées. Elles ont perdu à la Cour suprême du Canada. Plusieurs années plus tard, Sandra Lovelace a repris le dossier. Elle s'est rendue aux Nations unies, Canada versus Lovelace, et le Canada a perdu. Et donc, le Canada a dû faire marche arrière, avoir l'air d'un imbécile au niveau international pour traiter ces femmes de façon inéquitable. Et donc, beaucoup de femmes qui ont pu récupérer leur statut à cette période-là, mais beaucoup aussi n'ont pas nécessairement fait la démarche parce qu'elles étaient soit trop âgées ou bon, il fallait faire des démarches. Elles avaient des fois quitté la réserve. Je jugeais que c'était peut-être pas si utile que ça. Mais oui, les femmes, présentement, si elles épousent quelqu'un qui n'est pas d'une Première Nation, qui n'a pas de statut, elles vont garder leur statut et leurs enfants aussi. Pour les dissensions entre les nations, c'est assez amusant parce qu'il y en a qui se sont apaisés avec le temps, puis il y en a qui demeurent. Alors, je ne connais pas la particularité des Dene et des Yellowknife, mais je peux te parler de certaines autres que je connais un peu. Par exemple, des fois, dans la nation Stolo, qui sont sur le long du fleuve Fraser. Bon, c'est pour ça qu'il y a deux conseils tribales, mais quand même, ils réussissent à se parler. Oui, il y a eu souvent des dissensions parce qu'il y avait quand même, de façon ancestrale, tu sais, des revendications de territoire, de dire, bon, tu sais, toi, tu viens pêcher chez nous, c'est comme les Stolos qui venaient cueillir des coquillages sur le territoire Musqueam de Vancouver, ben là, tout le monde n'est peut-être pas content. Quand on a beaucoup de nourriture, peut-être que c'est correct. Quand on a des mauvaises années, peut-être que là, on va être plus résistant pour avoir de la visite. C'est ça. Puis il y a des conflits qui des fois perdurent. C'est un peu comme, je donnerais l'exemple des Irlandais catholiques et protestants, tu sais, quelque part. Puis de temps en temps, ça s'apaise. Des fois, c'est une question d'individu. Puis tout à coup, le conflit revient pour toutes sortes de belles raisons du monde. Ouais. Merci, Diane. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Aline. Mais... Oui, un jour, on en parlera plus profondément. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions?
Oui, Serge? On t'entend pas, Serge. OK, j'ai ouvert le son. Moi, j'ai une question, Diane, sur l'eau potable. Dans plusieurs réserves, ils n'ont pas d'eau potable. Est-ce, là, je me questionne parce que je sais qu'il y a beaucoup d'argent du fédéral qui va directement aux réserves. Maintenant, avec les années, il y a toujours le même problème de l'eau potable. Mais tout le monde en souffre, mais pourtant, l'argent arrive, OK? Je sais pas, on sait pas. Nous, on est à l'extérieur, puis on voit à la télévision que c'est terrible. Les gens n'ont pas d'eau potable. En 2020, c'est inconcevable, incomprenable. Maintenant, est-ce que si le gouvernement, puis on le voit, va instaurer l'eau potable dans une réserve, un exemple, OK? Peu importe la réserve, est-ce que c'est un problème tu dois peut-être être au courant, d'entretien qu'eux doivent faire aussi, un manque de technologie face aux Premières Nations? Je ne sais pas, hein? Comment peuvent-ils accepter une situation semblable sans jamais réagir? Ça, c'est une autre question, parce qu'il n'y a pas de réaction de eux. C'est comme si ça devenait notre responsabilité de leur donner l'eau potable. Mais si on leur donne l'eau potable, dans 10 ans ou dans 5 ans, ils sont encore au même niveau. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que... je ne sais pas. C'est une question comme ça que je lance en l'air. Puis ça serait bien de comprendre pourquoi il n'y a pas d'eau potable. En 2020, dans certaines réserves, il y en avait déjà. Puis là, on n'entendait pas parler de ça avant. Ce qui arrive, c'est que, la population a grossi. Tu sais, quand une communauté est de 45, tout à coup, ils montent. On l'a vu que, tu sais, le taux de naissance est plus élevé. Donc, si ça augmente, tu es parti de 45, tu pouvais t'alimenter à la source qu'il y avait là, peut-être, mais à 200, là, ça commence à être plus difficile. C'est encore une fois, la problématique, c'est de descendre des sous, mais pas le savoir-faire, puis pas la technique, et pas, etc. Et donc l'argent, ça n'a pas à grand-chose si c'est pas accompagné d'une formation des gens pour l'entretien, pour l'installation, etc. Et aussi, il faut savoir aussi qu'il y a certaines communautés qui n'ont pas d'eau potable, pas parce qu'ils n'ont pas la technologie, c'est que les exploitations minières à proximité font que l'eau n'est pas potable. On n'est pas capable d'enlever le mercure, par exemple, qu'il y a dedans. Peu importe ce qu'on fait. Non, mais c'est bien. C'est un point valide, Diane. Alors, si on met tout ça ensemble, puis là, je sais qu'il y a des mouvements pour des initiatives qui sont prises justement pour faire plus de formation, pour pouvoir rester plus longtemps sur place, pour pouvoir donner aux gens le temps c'est comme si je te débarque un ordinateur chez toi, puis je dis, OK, ben gars, je te l'ai donné, au revoir, merci. Puis là, tu dis, ben là, tu comprends? Fait que là tu dis qu'il faudrait apporter certaines personnes, puis les former à pouvoir faire fonctionner ces usines-là éventuellement. Mais si on ne peut pas, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait en tant que société? Comme on dit, les gens, ils sont touchés par ça. Puis là, pourtant, il n'y a aucun petit village partout où on va. Puis il y en a beaucoup. Ils ont tous de l'eau potable. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir l'eau potable dans une réserve? Non, c'est pas vrai. Excuse-moi, Diane. Quand on traverse le Canada, Serge, en voiture, et qu'on arrête dans certaines villes du nord de l'Ontario qui ne sont pas des réserves, et il est marqué « Cette eau n'est pas potable » dans les restaurants. Et pourtant, ce sont des villes de blanc, entre guillemets, là. Et l'eau n'est pas potable. Et ça arrive partout. Tu regardes à Flint, au Michigan, leur eau n'est pas potable. Tu regardes dans des endroits où il y a des exploitations pétrolifères, où il y a de la fracture pour faire de choses. Du gaz de shit. C'est ça, du gaz de shit. Ben, c'est la même chose. Alors, c'est pas un problème qui est juste
un problème des Premières Nations, c'est un problème qui est pire à cause du manque de Victoria, on nous interdit de se baigner. L'eau, supposément, est bourrée de matière fécale. C'est un peu, si on revient au cercle qu'on avait, tu sais, quand je disais les valeurs autochtones, tant qu'on ne se pose pas de questions, on ne se pose pas de questions à savoir quand on pose un geste sur la terre, qu'on fait une exploitation gazière, une exploitation minière, puis que... Oui, c'est sûr qu'il y a des répercussions. Est-ce qu'on s'entend là, que quand on voit les sables bitumineux, là, les sables bitumineux de l'Alberta, je ne veux pas faire de politique, mais si un paysage, c'est la chose la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie. Et donc, tu dis, les gens qui pourraient vivre à proximité de ça, l'eau qui va ressortir de ça, ça va être quoi? Donc, on ne se pose pas la question, on exploite. Puis après ça, on dit, OK, ouais, ça a créé certaines conséquences. Chaque geste que l'on pose. Et il faut comprendre, Serge, aussi que et on utilise beaucoup ce terme-là dernièrement, mais c'est systémique, le racisme anti-Première Nation. Okay? Ah oui. Alors, on a volé leurs enfants. C'est sûr que ces enfants-là, quand ils reviennent à la maison à 15 ans, ils veulent pas retourner au pensionnat, ils veulent pas nécessairement faire des études supérieures. Quand c'est sur plusieurs générations, ça fait ce que ça a fait au Québec à un certain moment donné, c'est que les gens étaient innocents parce qu'ils pouvaient pas aller à l'école. La seule personne qui savait écrire, c'était le curé, parce qu'il avait été au séminaire. Oui. Alors, manque de technologie, manque d'instruction, mais il faut que tu comprennes que la loi des Indiens, là, les Indiens ne sont pas des adultes. Ce sont des adultes, mais sous la supervision. C'est comme quelqu'un qui n'est pas assez intellectuellement développé pour faire ses trucs tout seul. Alors, la loi garde les peuples des Premières Nations dans ce statut de « t'es pas capable de faire tes affaires tout seul ». Et ça, génération après génération, ça fait qu'ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas reçu les écoles. Parce que pour aller à l'école, quand tu es à 130 km dans le bois, puis tu es au secondaire, ben, ça veut dire tu vas aller dans le monde des Blancs, puis tu vas perdre ta culture, puis tu vas perdre ta langue, puis ta famille. Alors, ils vont pas aller chercher les connaissances. Alors, Diane, est-ce que je peux ajouter quelque chose en dehors de la technologie, si on revient à l'eau? Il y a d'autres façons qui sont peut-être sur place, puis que les gens oublient souvent, c'est la santé publique. Alors, quand l'eau n'est pas potable, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a de l'eau. Tant qu'il y aura de l'eau, on peut la rendre potable par différentes méthodes qui sont souvent... Pardon, tu n'es pas d'accord, Marie-Hélène? Ben, pas toujours, parce que c'est trop lourd. Regarde, j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Mais ça dépend quel est le problème avec ton eau. Ben oui, s'il suffit de la faire bouillir, ça fait bouillir. 75%, c'est une question de santé publique. Et là-bas, il n'y a pas seulement l'eau, il y a d'autres problèmes en plus de ça. Et on voit les infections aujourd'hui. Alors, les infections là-bas, c'est réel. Et entre autres, un des problèmes d'hygiène publique, c'est l'eau. Et il faut montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, de façon qui ne sont pas très onéreuses, qui sont faciles. On a une solution. L'homme blanc a inventé la bouteille. On a tapissé la planète de bouteilles d'eau. Et c'était ça la réponse de la civilisation occidentale. Que l'eau soit polluée ou pas, ça importe peu. Si quelqu'un peut aller la chercher à quelque part, non polluée, il la possède et il l'exploite jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Bien, acceptez que dans le Nord, on n'a pas accès aux bouteilles. Ça n'existe pas, c'est trop cher. On donne l'argent pour le lait plutôt, parce que ça coûte tellement cher. Alors, l'eau, ça ne vient pas des bouteilles. C'est local. Je vais vous interrompre quelques minutes parce que j'ai Gary, j'ai Sol, c'est Jenny, qui je n'ai pas entendu, puis je me demande s'ils ont des questions ou des commentaires. OK.
Il faut actionner le microphone. Voilà. Merci beaucoup. Tout d'abord, je Vous avez remercie. mentionné les dialectes et les langues. Attends. Voilà, c'est mon tour. Attends, Gary. Il y a Zol qui veut poser une question. Je voudrais simplement, je vous remercie. C'était très enrichissant. C'est très enrichissant. Et j'ai simplement une petite question qui est d'une autre dimension, ça fait un autre registre, les langues. La réalité linguistique de ces quelques 600 et plus nations autochtones. Tout d'abord, vous avez dit, ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière est-ce que toutes ces nations pouvaient communiquer. Est-ce que, comme en Afrique, qui a maintenant trouvé une solution qui s'appelle le Swahili, ils ont une langue avec laquelle ils peuvent communiquer. Est-ce que c'est le cas parmi les Premières Nations? Est-ce que vous avez une langue qui soit communicable pour tous? Alors, non. Par ailleurs, on faisait du commerce à travers les Amériques avec un langage signé. Ah. OK. On avait un langage signé. Pour le commerce des fourrures, entre autres, on a aussi ce qu'on appelle le chinook, qui est un mélange d'anglais, de français, des langues autochtones. C'est une langue qui a été utilisée pour le commerce des fourrures, entre autres. Mais en général, on fonctionnait avec des langages signés quand on faisait des commerces avec les autres. Puis il y avait même des jeux qui ne demandaient pas de parler parce que les soirées pouvaient être longues quand on faisait certains échanges commerciaux. Et donc, il y avait certains jeux, entre autres, deviner quel est le morceau de bois que j'ai dans ma main. Et donc, on pouvait jouer toute la soirée avec ça, puis on n'avait pas échangé une seule parole. Alors donc, au niveau linguistique, disons, la langue n'était pas très développée. Donc, les colons avaient main mise sur des peuples qui faisaient des signes des mains et on pouvait très bien les rouler ou les tromper. Oui et non. Il y a eu beaucoup de gens qui ont appris les langues, entre autres les missionnaires, les voyageurs aussi, qui ont épousé souvent des femmes autochtones et qui servaient d'interprètes parce qu'ils apprenaient la langue. Ce qu'il faut voir aussi, je ne l'ai pas mentionné parce que, bon, sinon, ça serait une présentation de plusieurs heures, mais l'importance des langues autochtones, parce que dans les langues autochtones, contrairement aux langues indo-européennes, ce sont des langues à verbes. Et c'est très descriptif et dans un seul mot, on a énormément d'informations. Par exemple, le mot « mousse », entre autres, c'est un mot en Anishinaabe-algonquin que les Anglais ont utilisé pour l'orignal. Mais j'ai une communauté Anishinaabe-algonquine du Québec qui, elle, son nom pour l'orignal, vous m'excuserez, je ne peux pas le répéter parce qu'il y a à peu près 14-15 lettres dedans. Et ça dit, ça, c'est l'animal qui a des grandes jambes qui peut marcher profondément dans la neige. On a un cours de biologie, là. Joli. Tu vois? Alors c'est ça. Chaque mot avait vraiment beaucoup d'informations importantes sur le monde qui nous entourait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si on perd une langue, c'est comme si on perdait une bibliothèque. Absolument. Alors donc, quand on a kidnappé les enfants pour les mettre dans ces écoles, on a annulé leur langue maternelle. Absolument. Ignoré leur langue maternelle. Ouais. Leur créativité linguistique pour écrire qui vient du cœur. Tout à fait. Ça ne vient pas des conjugations qu'on a apprises. Mais donc, au niveau culturel, c'est une défaite. C'est une blessure incroyable. Parce que, alors, est-ce qu'on a pu engendrer des documents, des courtes œuvres littéraires, etc. Il n'y avait pas de travaux, il n'y avait pas d'écrits, donc ce ne sont pas des langues écrites. Elles ont été écrites par la suite, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'Inuktitut, on a créé un alphabet, et la même chose pour la langue Cri, il y a un alphabet qui existe pour ces langues-là. Mais il y a un processus de revitalisation des langues présentement, puis il faut savoir que ça peut se reprendre une langue. D'ailleurs, chez les Mohawks au Québec, il y a plus de locuteurs de la langue Mohawk présentement qu'il y en avait il y a 60 ans, et il y a plus de non-Mohawks qui parlent le Mohawk.
C'est comme la langue abénaki de mes grands-parents. Le jeune homme qui donne les cours de langue abénaki n'est pas abénaki. Oh. Donc, dans les universités, collèges, etc., les écoles, nos écoles secondaires, on fait entrer la langue maintenant pour qu'il y ait une chance de la langue de survivre. Un rebondissement des... Oui. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on essaie le plus possible. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant la pandémie actuellement, toutes les communautés autochtones sont fermées. C'est un confinement total parce qu'on veut préserver les aînés pour la préservation des savoirs et de la langue. Absolument. Donc, Diane, il y a à la Radio-Canada, on a parlé dernièrement d'une école qui formait des professeurs en langue. Je crois que c'était Fort Macpherson, pas Fort Macpherson, Fort Smith, ou quelque part dans le nord, là, où on forme des enseignants pour enseigner la langue locale autochtone locale. Oui. Et chez les Dénés, le père Fumulo a écrit la langue pour les Dénés afin qu'ils puissent les enseigner dans les écoles. Et ça se fait toujours aujourd'hui. Oui. Il a créé un alphabet, c'est ça. Mais il y a encore des communautés, il y a plusieurs communautés qui ont perdu la langue. Oui, qu'ils ont aussi, malheureux. C'est très malheureux. Oui. Mais par exemple, au Québec, moi, je travaille avec les Atikamekw, communauté Atikamekw au nord de Montréal. Et puis, j'ai des communautés de 2500 personnes et les 2500 personnes ont langue première Atikamekw. Ça, c'est magnifique. Là. Diane, j'ai vu une exposition à UV. Pardon, excuse-moi, il y avait Gary qui avait une question à poser tantôt. Oui, quand on est élevé dans une société comme la nôtre, est-ce qu'on peut, jusqu'à quel point est-ce qu'on a réussi de garder leurs valeurs que vous avez mentionnées au début de notre session? Est-ce qu'ils ont réussi de garder leurs valeurs, étant donné que les valeurs ici sont un petit peu différentes, le manque de respect des aînés, par exemple, vis-à-vis de la terre, etc. Est-ce qu'ils ont réussi de garder leurs valeurs ou est-ce que c'est un problème? Je dirais que c'est quand même relativement conservé. Par exemple, moi, j'ai vu des enfants dans une école de milieu autochtone. Et puis, une aînée qui rentre, et là, tout le monde, le silence, tu sais. Bon, est-ce que tout le monde applique ça à 100%? Est-ce qu'on va avoir un Autochtone qui va jeter des déchets par terre dans la nature? Oui, peut-être, hein, sûrement, comme n'importe qui d'autre. Mais il y a ces mouvements-là qui est important pour eux de rester connectés avec le milieu naturel. Donc, oui, ça fait encore partie des valeurs. Puis si on lit même les jeunes auteurs d'aujourd'hui, beaucoup de femmes autochtones ont écrit en français, puis on voit très bien le lien avec la nature, etc. Ouais. Très bien, merci. Ce que je vais faire, je vais envoyer aussi à la FACB, peut-être qu'ils ont vos courriels à tous, un lien pour un film, pour le film Kwesipan, qui parle de la communauté Innu au Québec, mais c'est un film très, très bien fait. Ouais. Et d'autres questions, tout le monde? On est quand même à 11h30. Il va falloir bientôt, malheureusement, oui? Il y a une petite annonce. Il y a Legacy, UVic Legacy Art Gallery. Il y a une magnifique exposition des peuples des Premières Nations et on voit le traité qu'a signé James Douglas avec les chefs tribales et on voit qu'ils ont que fait des X. Ils ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'ils signaient. C'est comme ça. C'est très bien exposé. Il y a une belle exposition, c'est gratis. Point Broad puis Yates. OK, merci. Merci, Normand. Avant que tu partes, Diane, je voulais juste, peux-tu faire un commentaire sur le fait qu'il y a un certain enthousiasme dans on va dire les Blancs, là, parce qu'il faut s'identifier. Envers les peuples autochtones, présentement, la société semble plus ouverte. Et puis, on est même inquiet de ce qui se passe dans certaines réserves. Est-ce que ce sentiment-là est partagé avec les peuples autochtones? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un courant et qu'ils pourraient peut-être en bénéficier
ou s'ils sont indifférents, là, complètement? Non, tout à fait. Ils le savent, Serge, parce que on dit ça, ce sont les alliés. Tu sais, on est en train de recréer des alliances qui ont déjà existé. Puis, plus les gens ont de l'éducation par rapport aux enjeux, et plus il y a un rapprochement possible. Tu sais, quand on ne comprend pas ce qu'a vécu l'autre, c'est plus difficile de se mettre dans le soulier. Hein? Oui, c'est ça. Mais oui, et d'ailleurs, souvent les gens ils disent, si je prends le monde de l'éducation, les enseignants ils disent, parce que dans le curriculum de Colombie-Britannique, c'est obligatoire d'intégrer les savoirs et perspectives autochtones à chaque niveau scolaire, dans chaque discipline. Et souvent, les enseignants disent, mais là, moi, je ne me sens pas très à l'aise, j'ai peur de faire une erreur, etc. Mais les Autochtones que je connais, que je fréquente, ils disent, on préfère que tu fasses une erreur, puis que tu avances un pas en avant que de rien faire du tout. Que, oui, c'est possible que tu te trompes de mots. Oui, c'est possible que, mais, ouais. OK. Fait qu'ils sont embarqués avec nous dans le mouvement. Ils ont parti le mouvement, Serge. Alors, ils ont parti le mouvement. Oui, c'est ça. Alors, tu vois comment on connaît. Et comme je vous ai dit, tu sais, plus vous vous approchez, allez où souvent, par exemple, les femmes, là, à chaque année, il y a une manifestation qui est faite souvent même avec Réseau Femmes pour les femmes assassinées, autochtones assassinées, disparues. Le 21 juin, allez voir les célébrations. La plupart des milieux autochtones sont tous, on est très ouverts, aller aux célébrations du 21 juin dans vos milieux, etc. Plus on s'approche, plus on comprend, puis il faut voir que oui, il y a des individus imbéciles des deux côtés, là, on s'entend. Oui, c'est sûr. Bon, écoutez, on doit mettre fin, malheureusement. Merci beaucoup, Diane Campeau, de ces... Merci, Diane. Je pense qu'il y avait une madame qui voulait parler, juste un instant. Oui. Un dernier commentaire, peut-être? Oui. Le dernier, là. Oui, vas-y, Zolt. Oui, allez-y, oui. OK. Est-ce que je suis mute? Vous m'entendez? Non, ça va. Oui. Ah bon, OK. OK, je suis reconnue. Premièrement, je voulais dire merci beaucoup. Merci, Diane. Très instructive. Je vais pas souvent, mais régulièrement à des powwows, des pop-up et tout ça. Puis j'ai toujours, en tant que Blanche, été très bien reçue, puis à bras ouverts, puis bonjour, puis les cadeaux, ils me donnaient des couvertures, des choses comme ça. Alors, oui, ils sont contents en général là, quand on monte.